Ce n'est pas comme si tu ne pouvais plus en avoir. C'est pas comme s'il était né. Ce n'est qu'une fausse couche après tout. Ces mots violents, de nombreux parents les ont entendus, que ce soit dans le milieu personnel ou professionnel. Et oui, je parle de violence, car même si ces mots sont là pour combler le silence, pour essayer de supprimer la douleur, pour passer à autre chose le plus vite possible, ils font plus de mal que de bien. Parce que dans notre société, rien ne nous prépare à ce que donner la vie soit en réalité accoucher d'un enfant mort. Rien ne prépare des amis, des collègues, des employeurs à apporter du soutien face à ces moments douloureux. Pourtant, si on en parlait plus, si ce sujet était moins tabou, les travailleurs endeuillés se sentiraient moins souvent mis à l'écart. Allô, c'est Camille, et vous écoutez 5 à 7 RH, le podcast où on ne vous dira pas ce que vous avez envie d'entendre, mais ce que vous avez besoin d'entendre. Vous êtes dans le dernier épisode du thème Quand le travail passe dans un second temps. Pour ce dernier épisode, j'avais envie de vous raconter les histoires de ceux qui ont vécu cette douleur de perdre un enfant, de ceux qui ont eu cette chance de pouvoir être accompagnés par leur entreprise, et de ceux dont les milieux de travail ne voulaient pas faire de place aux sujets liés à la grossesse, au deuil et à la naissance. Certaines histoires seront difficiles à entendre, mais nécessaires d'être partagées, afin que le personnel RH, les collègues, les dirigeants, soient sensibilisés à accompagner un membre de leur équipe dans cette épreuve, afin que le soutien social en milieu de travail ne soit plus déficient ni absent. Je dédie cet épisode aux personnes qui m'ont fait confiance et qui ont accepté de partager un bout de leur histoire. Je vous laisse maintenant écouter ces voix qui brisent le silence. Moi, aujourd'hui, j'ai 38 ans. À mes 30 ans, j'ai dit à mon compagnon, il faut qu'on fasse un autre enfant. Donc, on a essayé, voilà, de faire cet enfant. Et je suis tombée enceinte au bout de quelques mois. Donc, hyper heureuse, hyper heureuse. Voilà, on allait agrandir ma famille, enfin notre famille. Ma fille, elle était aux anges depuis le temps qu'elle réclamait d'avoir un frère ou une sœur. C'était génial. Elle a même pleuré, en fait. s'est agrippée à mon ventre et tout. Elle était tellement contente. Et donc, la grossesse avance. C'est un petit garçon. Donc, on est encore plus heureux parce qu'on avait déjà une fille. Donc, un petit garçon. J'ai préparé, comme toute femme enceinte, ma grossesse. Enfin, comment dire, la venue de ce bébé. En achetant des choses, en imaginant, en fait, en se projetant, quoi. Voilà, en lui parlant, voilà, on était en train de choisir son prénom. Donc, c'était un bébé très attendu déjà par nous, ses parents, sa sœur et ma famille aussi. Mes parents, du côté de mon mari aussi, en fait. Tout le monde attendait ce petit garçon. Voilà, on était tous hyper heureux. J'avais pas de problème de santé particulier. Il n'y avait pas de raison d'en arriver là, en fait. Et puis, voilà, c'était le début de la grossesse qui a duré, enfin, pas le début, mais jusqu'au milieu, un peu plus de 6 mois. Voilà. Et après, ça s'est terminé. Ça s'est terminé comment? Alors, il y a eu plusieurs étapes avant que ça se termine. J'ai passé une échographie de contrôle. Et en fait, lorsque j'ai passé l'échographie, j'étais avec mon mari. Et comment dire, le docteur, en fait, elle regarde. Elle pose plusieurs fois la sonde comme ça sur le ventre. Et elle dit, il y a un problème là, il y a un petit problème. Bon. On percute pas avec mon mari, on se dit, bon, bah, c'est peut-être pas grave, on ne sait pas en fait. Et elle dit, bon, vous avez les résultats de la prise de sang pour la trisomie? Oui, je les ai amenés. Donnez-moi. Elle regarde, elle repasse comme ça. Elle dit, non, là, je suis désolée de vous dire ça. Elle savait pas, elle cherchait ses mots. J'avais déjà un gros bidon, hein. Elle me dit, il va falloir arrêter la grossesse. Je dis, pardon? Et là, elle me rentre dans des termes techniques. Elle me dit, regardez au niveau du tube neural, en fait, il a un spina bifida, regardez. Enfin, j'ai rien compris. Moi, tout ce que j'ai retenu, c'est il va falloir arrêter la grossesse. Et là, en fait, vous avez
t'as ton bébé qui bouge là, dans le ventre. Je lui dis, mais ça, il va bien, enfin, il va bien, il va très bien. Pourquoi là, on me montre une image d'échographie, une vidéo, enfin, en plus, enfin, quand on n'est pas médecin, on comprend rien. Nous, on voit un bébé, quoi. Moi, je voyais un bébé. Et, et donc là, elle me dit, bon, je vais appeler votre gynéco. Et là, tu te dis, ouh là là. Et vous avez toujours, en fait, tu as toujours ton bébé qui bouge dans le ventre. Et tous tes projets, en fait, ils s'arrêtent, quoi. Tu te dis, putain. En fait, en plus, tu es obligé de faire un deuil, de faire le deuil de ton enfant, alors qu'il est encore dans ton ventre. C'est totalement ouf. Et comment il va sortir, cet enfant? Putain. Et donc, arrive le jour J. Et donc, c'était un accouchement par voie basse. Donc, j'ai accouché d'un petit garçon, 900 grammes. Un beau bébé. Et voilà. Donc, ça a été très, très dur. Une grosse dépression. Et voilà. Donc, s'en est suivi, j'ai demandé mes droits. En fait, on a demandé nos droits, donc c'est-à-dire au niveau du travail. Alors moi, je travaillais pas. C'est mon compagnon qui travaillait, donc il avait le droit à son congé paternité parce qu'on avait largement dépassé. En France, c'est 22 semaines, puisqu'un bébé est considéré comme viable à 22 semaines. Donc, il a demandé tout simplement son congé paternité. Et en fait, on l'a demandé à une date importante parce qu'on allait recevoir l'autopsie du bébé. Donc, on l'avait demandé. En fait, j'ai accouché le 16 juin 2015 et on a demandé en fait fin août le congé paternité parce que en fait, c'est dans les 4 mois suivant la naissance. Donc, on était dans nos délais. Et là, en fait, grande surprise au niveau de SARH. Je ne vais pas citer le nom de l'entreprise parce que c'est une grande entreprise française, très très grande entreprise française, qui dit non, tu n'as pas le droit au congé parce que ton bébé est mort. Et elle lui colle un post-it sur sa position. Et mon mari, il rentre du boulot. Il me donne le post-it. Il me dit, j'ai pas le droit à mon congé parce qu'il est mort. Tiens. Et j'ai fondu en larmes. J'ai pris le post-it, je l'ai mis à la poubelle. Une erreur que j'ai faite, parce qu'en plus, dans ce moment-là, on est hyper vulnérable. S'en est suivi un échange de mails, parce que moi, j'ai contacté directement SARH avec les articles de loi, en disant que il avait le droit à son congé paternité, que c'était pas normal et tout ça. Et elle soutenait mordicus que pas d'enfant, pas de congé. Pas d'enfant, pas de congé. Je vous avoue être restée sans voix en entendant les mots de Jennifer. Malheureusement, ce qu'elle vous partage aujourd'hui arrive encore trop souvent, soit par manque d'information, soit par manque de formation ou encore juste par incompréhension. Bon, personnellement, dans le cas de Jennifer, je trouve que sa RH, c'est surtout un gros manque d'humanité. Enfin bon, passons, je ne vais pas vous étaler toute ma colère face à ce genre de comportement. Je pense que ce qui est plus intéressant, c'est de vous partager ce que peu de RH ou de managers savent sur l'aspect légal. Alors, déjà en France, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque la perte du fœtus a lieu au-delà de 22 semaines de grossesse ou que le poids du bébé à la naissance est d'au moins 500 grammes, les salariés ont le droit à leur congé maternité et second parent. Et comme beaucoup de mes auditeurs sont aussi au Canada, sachez que au Québec, sachez que les femmes peuvent réclamer leur congé de maternité si elles perdent leur bébé à compter de la 20e semaine de grossesse. Quant au père ou au second parent, rien n'est mis en place. Tout ce que je sais pour le moment, c'est qu'en 2012, un couple a déposé une pétition signée par plus de 12 000 personnes à l'Assemblée nationale pour que les pères aient aussi le droit à un congé. Mais 10 ans après, on n'a toujours rien. Alors, oui, que ce soit en France ou au Canada, au niveau légal, on n'a pas grand-chose lorsqu'on fait une fausse couche ou qu'on perd son enfant, ce qui ne vous empêche pas, en tant qu'employeur, de faire plus que la loi. Et cela commence par créer un environnement de travail favorable. Il est essentiel de créer un environnement de travail dans lequel les employés se sentent soutenus et à l'aise. Favoriser un tel environnement signifie qu'en cas de perte,
de deuil, de maladie, les employés se sentent déjà à l'aise de contacter leurs supérieurs hiérarchiques et n'ont pas à craindre d'être jugés ou incompris. Vous pouvez aussi mettre en place une politique globale sur la parentalité au travail qui inclurait les fausses couches, les grossesses molaires et les morts-naissances. Je vous dirais que ça peut être facilitant pour vos managers si une telle procédure est mise en place car il peut être inconfortable, voire délicat de parler de fausses couches, de grossesse extra-utérine et de deuil périnatal sur le lieu de travail. Mais sachez que ce sera encore plus difficile d'en parler si rien n'a été mis en place dans l'organisation et dans l'équipe pour soutenir la parentalité et prendre en compte ces moments de vie personnelle et familiale qui impactent la vie professionnelle. Alors je vous encourage vivement à mettre en place et à faire vivre cette politique sur la parentalité pour que vos managers et vos employés se sentent à l'aise de parler de ces sujets qui peuvent être délicats, mais aussi pour contribuer à rendre la fausse couche moins taboue et faire en sorte que les gens se sentent plus à même de demander du soutien. Et avant de passer à la prochaine histoire, sachez qu'il est important de se rappeler que la perte peut affecter n'importe qui et pas seulement les femmes. Alors offrez aux seconds parents le même soutien. Je vous laisse maintenant en compagnie de Benjamin. Benjamin va vous raconter son histoire et celle de sa compagne. Ils ont vécu tous les deux une grossesse arrêtée, comme il l'appelle, et il nous livre avec des mots sincères ce par quoi sa femme est passée, son ressenti en tant qu'homme face à la fausse couche et à l'importance d'être présent en tant que futur papa dans tous les moments liés à la grossesse, ce qui inclut aussi les pires moments. Soyez attentifs à ces mots, car cela vous permettra peut-être de comprendre l'impact physique et émotionnel d'une fausse couche. Vers le 15 août, on a commencé à se rendre compte de la grossesse. On a fait les tests et effectivement, madame était positive à la grossesse et non pas positive au Covid, ce qui est quand même une bien meilleure nouvelle. Et puis donc, on a fait tout le processus. Prise de sang, test dont j'ai pas les noms, mais pour voir si on a telle ou telle maladie, si tout va bien. Et a priori, tout allait bien. On est allé jusqu'à la première écho qui était le 16 septembre. 16 septembre, j'ai eu l'occasion d'entendre le cœur de mon premier enfant. Voilà. Et puis, chronologiquement, alors on va quitter un petit peu la chronologie. Vers le 20, vers le 16 octobre, madame était constipée et puis se sentait pas bien, avait mal au ventre et elle a eu quelques saignements et du coup on a pris la décision d'aller aux urgences. On est allé aux urgences et très vite on s'est rendu compte que ça allait pas le faire et que en fait le cœur du bébé ne battait plus. Donc c'est ce qu'on appelle une grossesse arrêtée. C'est-à-dire que le cœur s'est arrêté et il s'est arrêté le 20 septembre, donc 4 jours après la première écho qu'on avait faite et qui nous laissait entrevoir quand même des mois plutôt positifs devant nous. Malheureusement fausse couche, grossesse arrêtée. Que dire là-dessus c'est tout un monde qui s'écroule déjà. C'est-à-dire que quand on vous le dit, c'est un peu comme si on vous expliquait qu'il y avait eu un attentat à 200 mètres de vous, ou à 200 kilomètres, ou à 2000 kilomètres, peu importe, mais avec des centaines et des centaines de morts, quelque chose de dramatique. Et ben, c'est tout ce qu'on ressent, en fait, sur une personne, sur un fœtus, sur un bébé. Moi, je me rappellerai toujours ce retour en voiture en partant de l'hôpital pour rentrer chez nous, où on se dit voilà, on a perdu le bébé. T'as l'impression qu'en fait toi-même tu vas mourir dans 2 jours. Et puis t'as le monde qui s'écoule. Tu te dis bon le feu il est rouge. Est-ce que je m'arrête vraiment? Enfin, tu te poses vraiment des questions comme ça, à te dire ouais, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer? On vit dans quel monde, etc. Aucun mot des médecins n'ont été rassurants. Et donc on a fait le choix des médicaments, parce que ça nous permettait de recommencer plus vite et puis c'était moins dangereux, enfin pas moins dangereux parce que le curetage n'est pas réellement dangereux, mais c'est pas une intervention, donc c'est un médicament qu'on prend et qui permet
d'évacuer le fœtus avec toute la douleur que ça peut procurer pendant un jour ou pendant une semaine ou pendant plus ou pendant moins. Alors en général, au bout d'une semaine, il provoque un curetage obligatoire. Mais typiquement, nous, ça a duré une semaine. Et pendant une semaine, ça veut dire que ma compagne, elle est restée allongée. Elle souffrait le martyre. Quand elle souffrait pas, elle pleurait. Et parfois, elle essayait de se reposer un petit peu. Mais grosso modo, une journée sur 24 heures, c'était 3 heures de sommeil grand maximum, mais souvent pas les unes après les autres. Et 15 heures sur les toilettes à attendre, à souffrir et à pleurer. Et le reste du temps, allongé, à pleurer aussi. Moi, en tant qu'homme, ça a été pas du tout douloureux, évidemment, physiquement. Hein. Moi, j'ai absolument rien ressenti, on s'en doute, ça sert à rien de s'étaler là-dessus. Par contre, psychologiquement, j'ai ressenti la perte d'un enfant, même si c'était encore qu'un fœtus. On peut dire ce qu'on veut là-dessus. Bah, je sais pas comment vous êtes vous, mais moi, le soir, quand je m'endors, je repense à ma journée, je repense à ma semaine, je repense à mon mois ou à mon année. Et puis, je peux penser, pardon, au futur. Et du coup, j'ai tendance à m'imaginer avec mon fils ou avec ma fille, à m'imaginer le moment où mes parents vont le rencontrer pour la première fois. Ce genre de moment, en fait, c'est les moments où tu joues au parc, les moments où tu l'amènes à l'école, les moments où tu dois aborder certains sujets de la vie, le racisme, la sexualité, ce genre d'aspects sur lesquels en fait tu te prépares la nuit au moment où tu te couches à te dire ah bah tiens je veux aborder tel sujet avec mon enfant à tel moment. Moi je suis beaucoup comme ça. Et du coup j'ai dû faire une croix là-dessus, évidemment une croix temporaire parce que l'idée n'est pas de rester dans cet échec, mais une croix quand même et sur le coup ça fait mal. Ça c'est la première souffrance que j'ai ressentie. Et puis évidemment la deuxième souffrance ça a été de voir ma compagne aussi mal que ça pendant une semaine, mais vraiment très mal, et puis de rien pouvoir faire en fait, quel que soit ce que tu vas dire, quel que soit ce que tu vas faire, quelle que soit l'attention que tu vas avoir, ça fera pas grand chose. Toi, tu sais que tu l'as fait, tu sais que tu as été présent. Moi, j'ai été présent. Alors, évidemment, j'ai essayé de dormir un petit peu la nuit, mais j'ai annulé tous mes rendez-vous pro. Je suis resté avec elle. Je suis allé lui chercher tous les médicaments, les serviettes hygiéniques, parce que pour te donner une idée, on a utilisé 3 paquets de serviettes hygiéniques en une semaine, dû au saignement, parce que quand tu prends le médicament, évidemment, tu saignes pour évacuer le fœtus et le placenta qui avait commencé à se former. Et en fait, t'as beau avoir un bébé qui fait la taille d'une noix dans le ventre, c'est pas une noix que tu vas perdre. C'est une noix plus des litres et des litres. Et ma compagne, elle a saigné pendant plus de 3 semaines après. Donc à peu près comme des règles moyennement abondantes, mais elle a saigné pendant 3 semaines. En plus de cette semaine où elle a dû perdre je ne sais combien de litres, je ne veux pas m'avancer sur des chiffres, mais ça a été très compliqué pour elle. Et moi, du coup, j'étais là, je l'ai aidé à s'allonger, à se lever des toilettes, à aller chercher les serviettes hygiéniques, à aller chercher du fer, ce genre de choses. À essayer d'écouter tout ce qu'elle avait à dire, de la réconforter, et tout en sachant que moi j'étais très mal aussi. Et ça a été une période très 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 difficile pour nous. Pour te donner une idée de la souffrance que ça peut être, il y a des moments, elle m'a dit elle se rappelle plus de certains moments tellement elle avait mal. Donc c'est vraiment au niveau elle a vécu un accouchement en fait, hein, sauf qu'elle l'a vécu toute seule et sur ses toilettes. En fait, sur le moment, tu te dis est-ce qu'on va survivre de ça physiquement, hein, vraiment, à un moment, je me suis demandé si ma compagne elle allait survivre. Survivre, tu prends une semaine, tu dors pas, tu souffres et tu passes ton temps au chiottes. Et à un moment, tu te poses des questions. Et puis, est-ce que notre couple va survivre à ça? Parce que c'est quand même une sacrée épreuve que tu traverses. Tu te remets en question.
Est-ce que c'est la faute de ci? Est-ce que c'est la faute de ça? Est-ce que c'est parce qu'on s'est engueulé tel jour? Est-ce que c'est parce que au tout début je savais pas et j'ai bu un verre de vin? Est-ce que c'est parce que j'ai fumé une clope l'autre soir? On se pose 25 000 questions. Bien que les futurs parents n'aient pas eu l'occasion de connaître leur bébé, ils pleurent la perte des rêves qu'ils avaient pour cet enfant, l'avenir qu'ils imaginaient et les souvenirs qu'ils espéraient créer. Comme vous l'avez sûrement entendu dans ce témoignage, ou peut-être même ressenti, la perte d'un enfant, de ce projet qu'on s'est imaginé et qui se termine brusquement, impacte aussi le partenaire. Mais malheureusement, les normes sociales semblent perpétuer les attentes selon lesquelles les partenaires masculins ne sont pas affectés par une fausse couche. Bien entendu, dans la grande majorité des cas, c'est une idée fausse d'affirmer que seuls ceux qui portent l'enfant ont besoin de temps pour faire leur deuil. C'est pourquoi il est important d'avoir déjà une politique parentale en place qui inclut tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde, donc pas seulement les femmes, mais bien l'ensemble de votre personnel. D'autant plus que le ou la partenaire a aussi besoin de temps pour être présent, pour soutenir sa compagne dans ce moment douloureux. Et là, pour aller sur du concret, je vais aller un peu plus en détail sur la fausse couche, car peu de gens le savent, mais une fausse couche, ce n'est pas « je perds du sang et hop, c'est fini ». Non. Une fausse couche, c'est aussi l'expulsion d'un embryon qui peut avoir lieu sur plusieurs jours et qui est parfois très douloureux, d'où la nécessité de la présence du second parent. Maintenant que vous savez cela, qu'est-ce que vous pouvez faire pour accompagner vos salariés? Déjà, ne pas faire comme la plupart des entreprises en gérant les congés liés à la perte de grossesse au cas par cas, au lieu de créer une politique permanente. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est de rester en contact, mais essayez de ne pas les pousser à reprendre le travail avant qu'ils ne se sentent prêts. Vous pouvez aussi leur demander s'ils aimeraient que leurs collègues sachent ce qui se passe, et vous pouvez aussi tout simplement leur demander si vous pouvez faire quelque chose pour lui faciliter les choses. Et avant de vous laisser, je voulais vous partager une dernière chose. Il est possible que vos salariés n'aient jamais besoin de l'aide que vous souhaitez leur apporter, mais le simple fait de savoir que de l'aide et du soutien sont disponibles peut faire toute la différence. Voilà, c'est la fin de cet épisode, mais pas de cette série, car je vous propose qu'on se retrouve dans 2 semaines avec cette fois une autre histoire et d'autres conseils pour que vous puissiez mieux accompagner les salariés face au deuil. En attendant, n'oubliez pas de partager l'épisode et d'ailleurs tous les autres épisodes du thème pour sensibiliser le plus grand nombre. Et enfin, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes et de mon côté, je vous dis à jeudi.